même se demander pourquoi, hein. Les gens oublient toujours de se poser la question pourquoi. Remarquez, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur. Question de point de vue, l'émission qui traite de la contre-culture, des alternatives, des transformations sociétales, passe sur Radio Pulse le lundi soir entre 20h et 21h. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Et bienvenue dans Question de point de vue, l'émission qui parle de contre-culture, d'alternatives et de ces petites choses du quotidien auxquelles on ne pense pas forcément. Et nous sommes sur l'émission mensuelle du mois d'octobre 2019 et nous allons parler du film Joker avec Raphaël Froger et avec Dorian Potier qui sont des cinéphiles amateurs, pour ne pas dire des cinéphiles professionnels, puisque Bienvenue chez les Ch'tis n'est pas considéré comme un film à part entière, mais qui nous donne quand même de bonnes expertises pour pouvoir parler un tout petit peu d'un film qui, je pense, a plu à beaucoup de personnes. Est-ce que, les gars, vous souhaitez vous présenter un tout petit peu, dire un peu ce que vous faites? Bon, bah écoute, je pense que tu as suffisamment... Tu as tout dit. Voilà. Ouais, je connais cette théorie. Et ben du coup, on va peut-être commencer par parler du film Le Joker, et peut-être commencer par avoir vos ressentis. Donc, et puis moi, je donnerai le mien à la fin, bien évidemment, comme toujours. Et bah écoute, pour ma part, j'ai vraiment aimé. Je pense que c'est pas une surprise. Depuis que j'ai vu la bande-annonce, j'avais vraiment envie de le voir. Et j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçu. Voilà, très très bon film, sûrement un de mes préférés, si ce n'est mon préféré de cette année. Bah de même pour moi, je l'attendais depuis un petit moment, depuis l'annonce, et je m'attendais potentiellement à être déçu, mais ce fut pas le cas. Voilà, très très bon film, je l'attendais et il m'a vraiment beaucoup plu également. Ouais, bah c'est à peu près le même ressenti que j'ai aussi. Ce film est absolument excellent. Je pense qu'on peut le dire de cette façon-là, parce que ce film est incroyable. Moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu depuis 3 ans, facile. Et je pense d'un niveau, et je me permettrai de lancer la polémique, bien meilleur que Once Upon a Time in Hollywood. Et ce que je vous propose, du coup, pour parler un peu du film, c'est de revenir peut-être sur la performance de Joaquin Phoenix, parler un petit peu aussi de ce que peut être le personnage du Joker, que ce soit dans la bande dessinée ou dans le film, et comment le film met, entre guillemets, un peu en valeur ou en exergue ce personnage-là. Et sur un dernier point, et ben du coup, toujours c'est les mêmes questions qu'on fait avec QDPV, voir qu'est-ce que le film apporte de façon générale à la société, qu'est-ce qu'il nous dit entre guillemets dans le monde dans lequel on vit, quoi. Et oui, je sais, j'avais préparé quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, parce que du coup, j'aime bien avoir les réactions à chaud. Et du coup, je propose peut-être de commencer déjà sur la performance de Joaquin Phoenix, parce que c'était une performance qui était quand même incroyable. Qu'est-ce qui, selon vous deux, rend le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix incroyable dans son personnage du Joker, quoi? Il a pu se détacher déjà des prestations que ses précédents sur le même personnage avaient déjà pu faire. À savoir Jack Nicholson, pour ce que je sais, puis Heath Ledger. Et c'est pas un copier-coller. C'est vraiment très très bien. C'est son personnage qu'il a réussi à fabriquer de lui-même. Un personnage qui est complètement abandonné de la société et qui est miné de l'intérieur, pourri, abîmé. Et le film le rend très bien, ça. Voilà, et même physiquement, Joaquin Phoenix, on voit que voilà, il est pas net, quoi. Et il est pas commode. On peut dire ça, mais enfin, le corps est massier. On voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. Et je trouve que c'était très bien représenté. Et puis son travail aussi, le rire qu'il a travaillé pour se rapprocher vraiment de quelque chose qui existe. Le rire, il est énorme. Moi, je trouve que le rire de Joaquin Phoenix dans le Joker, il est monstrueux, quoi. Et je trouve même que son rire, il est encore plus pertinent que celui de Jack Nicholson ou encore de celui... Je sais pas comment il s'appelle. Il est angoissant, il est inquiétant et ça fonctionne vraiment très très bien. Vraiment un personnage qui a un problème à la base, qui est intéressant. Et je suis pas un spécialiste pour ce qui est des maladies mentales, mais on se rend vraiment compte qu'il est perdu avant même d'être abandonné par la société, ce que je disais tout à l'heure.
Et ça en rajoute encore une fois, et c'est très bien rendu. Non, non, Exactement. très clairement. Exactement. Ouais. Mentalo. Et donc du coup, pour en revenir un peu sur le film, non, je trouve que la performance de Joaquin Phoenix, elle est incroyable. Et moi, la question que je me posais, tu vois, parce qu'il y a quand même eu des choix de mise en scène qui sont quand même intéressantes. Et je me demandais, tu vois, qu'est-ce qui était vraiment... Est-ce que c'est vraiment les deux qui sont excellents, c'est-à-dire le jeu d'acteur et la mise en scène par le réalisateur qui sont géniales, ou est-ce que il y a vraiment l'un des deux qui pousse un peu? C'est un peu le débat que j'avais eu au café hier, il n'y a pas longtemps, où justement on se posait la question par rapport à ça. Est-ce que c'est Joaquin Phoenix qui me façonne entre guillemets un peu le film parce qu'il a tellement bossé son rôle qu'il en est devenu exceptionnel, on va dire quoi? Ou est-ce que la mise en scène entre guillemets met aussi en avant ses talents d'acteur? Parce que un truc qui est tout bête, c'est et après je vous laisserai enchaîner là-dessus, c'est que par exemple, moi je trouve qu'un truc que j'ai trouvé génial, c'est dans l'idée de faire un Joker crédible. Le fait de, justement, dans l'univers de la bande dessinée, le Joker naît parce qu'il tombe dans une cuve d'acide. Et là, le choix du réalisateur d'avoir voulu faire un syndrome de la Tourette pour justifier ses rires nerveux, je trouve que c'est un choix scénaristique que je trouve génial et qui marche, entre guillemets, qui rend le personnage crédible, quoi. Et est-ce que, justement, s'il n'y avait pas eu ces choix de mise en scène, ces choix scénaristiques, est-ce que Joaquin Phoenix, par exemple, s'il avait fait le Joker de Suicide Squad, malgré tout le travail d'acteur, aurait-il été aussi pertinent que dans le film, quoi? Non, parce que The Suicide Squad, c'est pas bien. Oui, justement, oui, le fait d'avoir fait un Joker super réaliste et vraiment ancré dans la réalité, ça joue beaucoup sur la réussite du film pour moi. Joaquin Phoenix porte quand même grandement le film, mais après la mise en scène est vraiment géniale aussi. Donc au final, il se complète. Après, oui, c'est pour Suicide Squad, c'est une question d'écriture du personnage. Je pense que n'importe qui dans le rôle, ça aurait fait quelque chose de pas terrible. Après, ça pose la question de la place de l'acteur aussi dans le choix de, entre guillemets, dans le choix de production, hein, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, à Hollywood notamment, on sait très bien que les acteurs ont un choix créatif, c'est-à-dire que notamment quand ils choisissent des têtes d'affiche, et qui est-ce qui devait jouer déjà dans le Joker dans Suicide Squad? C'était le mec de Requiem for a Dream. C'est l'acteur de Requiem for a Dream, comment il s'appelle déjà? C'est Jared Leto qui joue le Joker dans Suicide Squad. Oui. On sait par exemple que c'est une tête d'affiche américaine et on sait très bien que compte tenu de ce qu'il rapporte au box-office de façon générale, qu'il aurait très bien pu dire merde au film, hein, parce qu'il a quand même eu le script, il a quand même, lui, en tant qu'acteur américain à Hollywood, sur un film hollywoodien, la possibilité de pouvoir dire non, merde, j'ai pas du tout envie que ça ressemble à ça. Sauf qu'on sait que pour les acteurs principaux, les films sont montrés avant d'être diffusés. Moi, de mon point de vue, ça suppose qu'à un moment donné, Jared Leto a, entre guillemets, validé le film. Mais tout à fait. J'adore cette intervention. Et nous remercierons notre cher Dorian Potier sur cette question-là, quoi. Non, mais pour le film de Suicide Squad, il y avait la volonté de ne pas faire un film réaliste, justement. Donc, ça reste entre guillemets cohérent. Le film est mauvais, hein, attention, je dis pas l'inverse. Enfin, je n'ai pas aimé en tout cas. Mais c'est un Joker qui est totalement différent, encore une fois, qui n'est pas du tout réaliste. Un personnage qui paraît plutôt aisé dans la manière dont il s'habille, dont il se tatoue, il vit, pour les véhicules qu'il utilise. Et là, c'est vraiment totalement différent pour le nouveau Joker. Un film où le personnage se rapproche beaucoup plus de nous, qui nous atteint mentalement. On sort du film un petit peu déboussolé malgré tout, même si on ressort avec cette image d'anarchie. C'est vraiment la maladie mentale qui prédomine le tout. On en ressort quelque peu malade aussi, je pense, chacun de notre côté. Je sais pas si toi, Rafi, t'es à peu près sur la même longueur d'onde aussi. Ah oui, à la sortie du film, c'est vrai qu'on a pris quand même une bonne claque pendant 2 heures. Et voir le personnage de Joaquin Phoenix comme ça dans le film, c'est vrai que ça laisse pas... Ça laisse pas indifférent. Non, ça laisse pas indifférent, mais ne serait-ce que le rire. Normalement, le rire est communicatif. Tout le monde a envie de rire lorsqu'on entend une personne rire, et là, non. Ouais, Il arrive à rire presque
de façon naturelle, mais sans nous faire rire. Ça n'est même presque, enfin, ce n'est pas presque, c'est inquiétant. Il fait peur. Ouais, il est malaisant. Et on arrive à avoir à la fois de l'empathie et puis du dégoût pour le Joker. Et ça, c'était quand même assez fort de réussir à faire ça. Parce que voilà, c'est ce que pense, dans l'imaginaire collectif, le Joker, c'est vraiment c'est l'ennemi de Batman, le plus Il est grand toujours méchant, montré comme l'antagoniste de Batman. L'un comme l'autre ne peuvent pas exister sans lui. Voilà. Et là, arriver à faire du Joker quelqu'un en qui on peut avoir de la sympathie, c'était quand même belle performance. Et du coup, là, on était plutôt sur plutôt un ressenti par rapport au film, donc il n'y a pas de spoiler, évidemment. Donc pour toutes les personnes qui, après cette petite coupure musicale, vont reprendre du coup l'écoute de l'émission et qui n'auraient pas vu, par malheur, le film Le Joker. C'est le moment de se barrer. Exactement, parce qu'après, moi, en tout cas, à titre personnel, je compte spoiler à mort. Et on se retrouve après cette petite pause musicale. Et nous sommes de retour sur Question de point de vue et nous sommes toujours sur 90 FM Radio Pulse et nous sommes en train de parler du film Joker. Donc comme je le prévenais avant la pause musicale, nous allons maintenant arriver sur une partie un peu plus analytique du film. Et donc j'invite toutes les personnes qui n'ont pas vu le film Joker ou qui aiment bien se faire spoiler de façon générale à être bien avertis de ce qui va se passer maintenant parce que ça va spoiler à mort. Vous êtes prévenus. Et donc du coup, pour revenir un peu sur cette partie analyse du film Joker, on va peut-être commencer par parler un peu de l'histoire, quoi. Moi je dois avouer qu'un des éléments que j'ai trouvé fascinant dans le film, c'est le fait que ça a été vendu comme un film d'ici, entre guillemets, parce que c'est un peu ça. Et en fait, l'univers d'ici, il est quasiment pas du tout exploité, parce que Batman, par exemple, il apparaît vraiment en fond de trame, sous les traits d'un enfant, etc. Et je pense, en tout cas de mon point de vue, que je trouve que c'est un super choix scénaristique parce que ça permet de faire un peu un ovni en fait du film. Et j'en parlais hier avec des amis au café, là, les anciens collègues du lycée, où justement qui ne voulaient pas aller voir le film à la base parce qu'ils sont pas du tout films de super-héros, ils sont plus un peu films d'auteurs, réalisateurs, etc. Et justement quand je leur ai expliqué un peu comment c'était un peu dénivelé en leur disant que il n'y aurait... Dénivelé, c'était pas le bon mot. C'est pas Non, grave. c'était pas le bon. Ouais, on est d'accord. Ça, je le couperai pas. Et quand je leur ai expliqué un petit peu que justement les personnages super-héros n'apparaissaient pas véritablement dans le film, là ça leur a fait un peu tilt du ah oui là tu nous as bien vendu le film, j'irais bien le voir quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous du coup par rapport à ça. Oui, je pense que c'est assez juste, hein. Même le personnage du Joker au final ça aurait pu marcher aussi bien dans un tout autre contexte, hein. Je pense que ça reste véritablement l'histoire de quelqu'un de malade et qui a du mal à faire face à sa maladie mentale et à comment la société le reçoit. Donc le fait que ce soit ou non le Joker, au final, ça a une importance assez secondaire. Le film reste tout à fait valide dans ce qu'il essaie de dire. C'est marrant dans ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce que je disais avec Bastien hier après-midi. Il y a un peu ce côté-là où moi quand je papotais un peu avec lui, je lui disais mais au final le film s'appelle Joker, mais ce sera appelé je sais pas Bouffon ou n'importe quel autre titre en fait sans qu'il y ait de lien direct à DC, le film aurait quand même de mon point de vue très bien marché quoi. Et non du coup pour en revenir à point de coupure. Pour en revenir du coup un peu à l'analyse du film, c'est vrai que je trouve qu'en fait le fait d'avoir fait ce petit choix-là, en fait, d'avoir voulu plutôt en faire presque un film de société, parce que je pense que le Joker peut être perçu comme un film de société, vous me direz ce que vous en pensez, ça m'a fait vachement penser à l'initiative qu'avait fait Marvel il y a de ça 3-4 ans maintenant, quand ils avaient fait le film Wolverine Allman. Oui, et je trouvais qu'en fait... Juste Logan. Logan, Allman, exactement. Allman, c'est le comics. Oui, belle correction. Et du coup, je trouvais que justement que la manière dont les choix de réalisation, dans la manière dont les personnages sortaient un peu de leur contexte habituel de ce qu'on a l'habitude de voir de films de super-héros, j'avais presque le sentiment de dire que Logan était à l'univers Marvel en termes de film, ce que Joker est à l'univers DC, c'est-à-dire deux ovnis qui sont plus sur le récit d'auteur et de société. Et je trouve que c'est ce qui, moi, à titre personnel, mais c'est aussi parce que j'aime ce genre de film aussi,
m'impactent beaucoup plus. C'est-à-dire que je sors du cinéma en me disant putain, ces films-là sont monstrueux, quoi. Je me lancerai pas dans la comparaison. C'est vraiment deux univers très différents. Après, ce qu'ils ont en commun, c'est que le personnage, à chaque fois, souffre. Et peut-être que c'est ce que maintenant on demande à voir les gens, quelque chose de, entre guillemets, plus réaliste, de moins cartésien, beaucoup plus complexe. Voilà, je sais pas. Petit, c'est vrai qu'on aimait les super-héros qui en mettaient plein la tronche aux méchants. Et maintenant, plus on grandit, plus on a besoin de complexifier ces histoires-là. Et c'est vrai que s'intéresser plus aux méchants, ou en tout cas à la psychologie des personnages, ce qu'avait très bien fait aussi d'ailleurs, même pour, entre guillemets, les gentils, pour Nolan, pour la trilogie de Dark Knight. Non, j'avais bien aimé Logan. C'est un des rares Marvel que j'ai vu, parce que moi, les Avengers, les Thanos, les Hulk, ça m'intéresse pas du tout. Alors que, voilà, là, Logan, c'était quand même vachement plus mature. Scarlett Johansson. Comme film. Et, On ne fera pas de parenthèse sur Scarlett Johansson aujourd'hui. Et bon, après, il y a le fait que les univers sont quand même très différents, parce que même dans l'univers de Batman, Gotham, ça reste très réaliste. Hein, c'est très New York, c'est très. Il y a des problèmes sociaux à Gotham. Il y a toujours une toile de fond un peu sociale, je trouve. Donc, même complètement social. Je suis pas forcément d'accord avec ton point de vue par rapport à ça. Alors je suis d'accord en fait sur l'intérêt de l'univers d'ici, en tout cas qui pour moi se distingue de l'univers Marvel par rapport à ça. Mais par contre, quand on regarde un petit peu, par exemple, genre les X-Men ont une critique de la société aussi, hein, parce que les mutants, dans les années 80-90, c'était quand même l'allégorie du mouvement, entre guillemets, noir aux États-Unis. Hein. C'est juste que c'est peut-être pas amené de la même manière, par contre. Oui, après, n'ayant pas vu la série des X-Men, des Marvel, donc... Ouais. Je t'accorde le point. C'est dommage. Non, mais par contre, tu vois, et c'est pareil, j'étais pas forcément d'accord sur tout ce que tu disais, Dodo. Et vous avez vu comment je vous enchaîne tout seul à deux, là? Vas-y, on voit. C'est aussi sur le côté, tu vois, tu prenais comme élément de comparaison de Dark Knight, qui pour moi est excellent. Hein. Le Dark Knight, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est con, mais quand je vais voir Batman Dark Knight, la trilogie, je vois quand même un film de super-héros, tu vois. Un film de super-héros un peu mieux gaulé, un peu plus construit, un peu plus réaliste, mais on reste quand même avec des personnages où, enfin moi personnellement, quand je sors dans la rue, je m'attends pas à tomber nez à nez avec un homme déguisé en chauve-souris qui fait du kung-fu venu de l'espace en mode « Hey les gars, boomerang, père fouette balayette et tout ce qui va avec quoi ». Ouais, j'invente des expressions, j'ai le droit, c'est mon émission. Et on va faire des comic plans sur et par contre, tu vois, c'est con, mais quand j'ai vu le Joker là, je me suis dit, ce Joker là, je peux le croiser en ville, quoi. Ce Joker, la manière dont le personnage est construit au niveau de sa psychopathie, au niveau de son background, j'ai vraiment le sentiment que un personnage comme ça, dans notre réalité à nous, est tout à fait crédible. Et justement, si je faisais le parallèle avec Logan, c'est que pour moi, dans Hugh Jackman, dans Logan, a un peu cette même construction, bon, en moins réaliste. Je m'attends pas à tomber sur Wolverine un 4 matin en mode vas-y, je vais me refaire pousser des bras et compagnie. Mais par contre, dans la manière dont les deux personnages sont construits psychologiquement et dont la manière le scénario les retranscrit, je trouvais que c'était vachement plus crédible. Ça fait pas du tout film d'action, on va dire, quoi. Oui, sur ton dernier point, c'est évident. Le Joker a des comportements qu'on a déjà vus. Enfin, les serial killers, les gens comme ça ont des comportements que le Joker a. Donc effectivement, c'est hyper réaliste et ça, j'ai vraiment aimé dans le film. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Rafi, parce que j'ai lu un article là cette semaine où il y avait justement un professeur de psychopathie pas allemand, hongrois, enfin bref, je sais plus, ou américain. Je ne mettrai une petite note sous le podcast pour dire aux gens qu'on aurait retrouvé de la référence à regarder. C'est l'avantage des réseaux sociaux et d'internet d'aujourd'hui. Mais justement, en fait, ce mec-là, j'aimais beaucoup l'interview parce que du coup, il allait voir le film Joker en étant profiler de profession, en se disant qu'il allait voir certainement un film encore nanardesque sur cette question-là, même si très bien réalisé. Et en fait, il est ressorti du film et il compte faire étudier son film à ses étudiants parce qu'en fait, dans la construction du personnage du Joker, il retrouve un petit peu en fait, tous les signes. Le réalisateur a tellement potassé la psychopathie
que en fait il a repris tous les codes en fait clés du psychopathe, et en fait dans ce que raconte le criminologue en question, il explique en fait qu'on retrouve tous les éléments, c'est-à-dire que la plupart notamment des serial killers aux États-Unis ont tous ça en commun, c'est-à-dire qu'ils ont un passé trouble, un rapport à la jante féminine, à la sexualité compliquée, des problèmes psychotiques et reconnus qui sont maltraités ou mal accompagnés par la société. Et généralement, très très souvent, ils ont déjà des problèmes entre guillemets génétiques de psychologie ou plutôt de psychiatrie qui sont dans leur passé. Et c'est ce qu'il disait à la fin de l'interview. Il disait, mais le Joker que je viens de voir là, il coche toutes les cases d'un psychopathe crédible, quoi. Je sais pas comment le film, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce côté-là un peu maladie mentale du Joker dans le film? Toute la partie où il passe avec sa voisine et qui s'avère au final être entièrement dans sa tête. Oui, ce passage-là, il est génial, quoi. Ouais, et puis on s'en rend compte tardivement, on le voit pas venir. J'ai pas eu une grande surprise en le voyant parce que c'est un personnage qui est malade, mais je le découvre comme tout le monde à chaque fois, quoi, aussi. Ouais, c'est pareil, j'ai été assez bluffé. Jusqu'au dernier moment, je pensais que ça s'était vraiment passé. Bon, je suis peut-être un peu naïf là-dessus, mais je l'avais pas vu venir non plus. Non, c'est vrai que bon, tu restes un peu sur le cul quand même, quoi. Et vocabulaire. Et aussi, c'était un peu son seul support au cours du film. Et quand en plus des services sociaux, ça, on en reparlera, mais quand tu te rends compte qu'au final elle n'est pas là. Ouais, et c'est le seul moment du film, ce rêve au final, où on a l'impression que c'est un personnage comme entre guillemets sans maladie mentale dans son rêve. On pourrait presque croire, même s'il suit cette femme qui n'est pas surprise quand il finit par lui avouer oui je vous ai suivi, puis qui l'emmène dans ses bras et dans sa chambre. Ça m'a beaucoup gêné, alors qu'on avait l'impression que c'était normal, quoi, de la réaction des deux personnages. Et c'est vrai que ce plot twist là, je trouve qu'il est très 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 bien amené, hein, parce que moi qui pense pas être un naïf dans la matière pour adorer ce type de plot twist, notamment avec le film de référence Fight Club, je trouve justement que limite en termes de plot twist, Fight Club c'est vraiment de la branlette de salon en comparaison de ce plot twist là, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les éléments, en fait, quand tu regardes le film, moi je l'ai pas revu depuis, mais ils sont vraiment très fins pour dire que cette personne-là, elle est à l'imaginer, hein. Ne serait-ce que par exemple, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là où il y a une espèce de transition dans le film, je dirais que c'est quasiment juste avant qu'on découvre qu'elle n'existe pas, et on le voit en caleçon, en fait, dans un lit. Et je sais plus, la veille, il a dû avoir une déception, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, la mise en scène laisse vaguement imaginer qu'il est en train de se masturber, en fait. Oui, j'ai lu ça aussi. Et du coup, c'est vrai que la manière dont c'est mis en scène est très subtile, parce que dans la manière où les scènes s'enchaînent, moi j'avais vraiment le sentiment qu'il était avec la nana en question. Mais vraiment, quand je vois la scène, c'est le lit, il a l'air détendu, il a les jambes allongées, il est en caleçon, il a l'air de plus ou moins se faire plaisir, entre guillemets, sans qu'il y ait de son, sans rien. Et du coup, on imagine dans la logique, entre guillemets, de la manière dont les scènes s'enchaînent, qu'en fait, il se retrouve avec la nana en question. Parce qu'en fait, on comprend très vite, et c'est très fin, c'est très rapide, très subtilement, qu'en fait, il est juste en train de se taper une queue, et en fait, juste après, il reçoit le coup de fil pour aller sur l'émission. Et d'ailleurs, c'est une question que je me demandais, est-ce que vous pensez que là, le plateau en direct qu'il fait, ça c'est une des grosses théories qui traînent sur le net, est-ce que le contact qu'il a eu sur le plateau télé a-t-il vraiment eu lieu, quoi? Moi, je pense. Sinon, est-ce que le film aurait vraiment un sens? S'il finit pas sur le plateau et où il se révèle à Gotham, quoi, sur le plateau. Et c'est ça qui déclenche les grosses émeutes à la fin. Moi, je pense qu'il a vraiment été sur le plateau. Et bon, il y a le fait aussi qu'il se fasse révéler sur le talk show,
Les petits sketchs qu'il fait là dans le café, c'est ça qui enchaîne ensuite sur le fait qu'il arrive sur le plateau. Qui s'est fait connaître du réalisateur et du grand public. Voilà. Et au final, cette révélation fait qu'il se retrouve tout seul. Il est tout seul, il veut pas dans sa tête créer les événements. C'était pas prévu créer les événements qui se passent à la fin du film. L'anarchie la plus totale, la plus sombre. Eh ben, peut-être que c'est ce que tu viens de dire, c'est peut-être la bonne transition peut-être pour arriver sur la dimension un peu société du film, parce que le film avait quand même beaucoup de thèmes. Il aborde la fameuse question de l'émeute. Moi, j'emploierais pas le terme anarchie, par exemple. Il aborde la question de comment on traite les malades mentaux dans la société, et il traite aussi d'une société en fait qui est malade institutionnellement parlant, puisque du coup les institutions, je veux dire, c'est aussi qui est intéressant dans le film, c'est ce qui rend le film très dérangeant, c'est que de début jusqu'à la fin du film, tous les éléments sont placés pour dire que ce mec-là a un problème psychologique. Il a une petite carte d'handicap mental, il a un syndrome de la Tourette pour justifier son rire, il est suivi. Dans son suivi, on se rend compte qu'il a quand même un journal de bord qui est quand même vachement macabre. Dans le journal de bord, il met aussi en exergue tous les éléments qui posent la problématique de la folie dans la société. On l'oblige à être ce qu'il n'est pas, en fait, à ne pas accepter sa folie. Et qu'il est bourré de médicaments. Et un beau matin, il y a les institutions qui l'abandonnent. Ils sont censés l'aider et finissent par mettre la clé sous la porte. C'est ça, ouais. Et puis ça fonctionne pas. Donc ça fait écho à ce qui se passe dans la société américaine, mais aussi nos sociétés occidentales tout court. Oui, ça pose la question de comment on traite la maladie mentale et le regard des gens par rapport à ça. C'est quelque chose qui est encore très méconnu et les gens face à ça ont peur en fait. Il faut pas oublier que la lobotomie, ça fait quoi? Ça fait même pas 40, 50 ans que c'est interdit. En tout cas en France, ça c'est sûr, et en Angleterre, je crois que c'est encore plus récent. Je crois qu'en Angleterre, ils ont arrêté la lobotomie dans les années 80. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où, en fait, quand tu n'as pas les bons codes sociaux et normaux, lorsque pourtant c'est une pathologie qui te pousse, c'est pas une construction personnelle et psychologique, l'institution est quand même là pour te façonner. Et en même temps, on considère que c'est quand même des traitements de personnes secondaires, et que si on se retrouve sans suivi, malgré le fait que tu es un psychopathe en puissance et même dangereux pour toi-même, donc je sais pas, je trouvais que le film justement mettait très très bien cet élément-là en exergue. Ça fait aussi écho effectivement à la société américaine où le coût des soins, que ce soit pour n'importe quoi, est vraiment est élevé au point que les gens ne vont pas soigner, ne vont pas voir de psy s'ils en ont besoin. Et ça pose beaucoup de questions sur son fonctionnement en tout court. Et tiens, c'est peut-être une question que tu vas peut-être pouvoir répondre, Dodo. Reagan, il arrive en quelle année au pouvoir aux États-Unis? Parce que le film, temporellement... 81. 81, c'est ça, hein. Parce que le film, il se situe relativement... Dans les années 80. Exactement. Donc en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un petit parallèle? Parce que Reagan, c'est le président qui a le plus privatisé aux États-Unis de façon générale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit clin d'œil par rapport à ça, une espèce de critique de la politique de Reagan, justement, dans le fait justement que, étrangement, les coupures des soins, etc., arrivent pile poil dans cette période-là, quoi. Alors là, par exemple, moi, je suis pas du tout calé en histoire. Enfin, j'ai mes petites connaissances, mais j'ai pas ce degré d'expertise. Et je me demandais justement, tous les deux, vu que vous avez fait des études relativement liées à l'histoire, est-ce que ça vous parle par rapport à ça, quoi? Là, je pourrais pas dire. C'est pas quelque chose que j'ai lu par rapport au film ensuite sur internet, donc là j'avoue que sur cette question je sèche un peu. Là j'improvise complètement, hein. Je dois avouer que cette question-là vient de me traverser l'esprit en vous écoutant parler, quoi. Mais tout à fait. Mais ce serait intéressant de creuser après l'émission. Hein. C'est tout à fait envisageable aussi. Oui, non, parce que là, par les accords de désarmement et que le fait que ce soit un ancien acteur d'Hollywood, je ne pourrais pas t'aider sur cette question trop précise, en fait. Et voilà, vous venez de voir en direct comment on rembarre un animateur de radio avec une question qui est très mal préparée. Tu parlais d'anarchie, du coup, sur la fin du film. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Parce que moi, j'ai pas senti, du coup, justement, le sentiment d'anarchie, parce que l'anarchie, c'est quand même
un mouvement politique, faut dire les choses comme elles sont. Là, c'est plutôt une émeute, tout ce qu'il y a de plus Oui, c'est populaire. plus profond, Je suis peut-être allé un peu plus loin, un peu trop loin, c'est vrai. Mais le fait que les institutions qui ne fonctionnent plus très bien n'ont plus le contrôle, qui sont représentées par donc, le père de Bruce Wayne, Thomas Wayne, qui prend le rôle un petit peu ingrat de cette institution malade et qui finalement crée l'inverse de ce qu'il aimerait. Mais en même temps de son rôle aussi de politique pour se faire réélire. Il y a une contradiction là-dessus. Il veut se faire réélire sur toutes ces problématiques, mais en même temps ça crée l'inverse. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, et c'est vrai que s'il y a cette montée-là, moi j'avais lu un article, peut-être que toi Rachid, t'as peut-être dû tomber dessus aussi à mon avis, où justement il y avait quelqu'un qui avait fait un parallèle entre le mouvement des Gilets jaunes et le film justement, la fin du film Joker. Mais où justement en fait il y a un moment donné où dans la fin du film, en fait, concrètement, donc le Joker finit par émerger, donc le Joker qu'on connaît dans les comics, etc., suite à toute la construction du personnage qu'on va peut-être pas développer ici parce qu'il faudrait faire une émission de 3 heures, mais que je vous invite vraiment à voir au cinéma. Et justement, en fait, il y a entre guillemets un croisement de destin en fait qui s'effectue entre la construction du Joker et les émeutes qui existent déjà au moment du film, avant qu'il y ait toute la construction du Joker. Et à un moment donné, les deux se croisent, c'est-à-dire que la folie du Joker et ces émeutes-là, et le Joker finit par devenir, entre guillemets, un peu l'étendard, en fait, de ce moment de folie et d'émeute. Et justement, la question qu'on se posait, c'est que cette émeute-là, elle est, comme l'a très bien dit Dodo, vraiment 100% une émeute populaire et une émeute qui n'a pas de revendication politique de ce que l'on comprend, à part juste plus de justice sociale, en fait. Et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment un parallèle à faire par rapport au mouvement des Gilets jaunes, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu ça dans plusieurs articles que j'ai regardé un peu à droite à gauche, mais plusieurs personnes sur des grandes radios qui expliquaient justement qu'en fait, il y avait un parallèle avec les Gilets jaunes, qu'on reconnaissait, entre guillemets, les Gilets jaunes auraient été remplacés par les masques de clowns, en fait, dans le film. Et moi, je trouvais que le parallèle était peut-être pas très fin, puisque du coup... on n'est pas du tout dans la même culture, déjà la culture américaine de mouvement social. À mon avis. Non, le parallèle avec les Gilets jaunes en particulier, je pense pas que ce soit forcément ça, mais après les Gilets jaunes en tant que protestation populaire, pourquoi pas. Et puis même, c'est le peuple qui descend dans la rue et qui va contester contre le pouvoir, mais c'est ce qui se passe à Hong Kong, au Chili, en Équateur. Je pense, c'est quelque chose de plus général, quoi. Est-ce qu'on peut peut-être dire que dans toutes ces violences-là, peut-être que c'est là-dessus que les gens ont fait le parallèle, en fait, qu'il s'agit presque d'une violence légitime, entre guillemets, quoi. Parce que c'est une violence politique qu'on voit tout le long. Dans le film Joker, c'est une violence politique qu'on voit. C'est une violence de désespoir. On se sent lâché de partout, on ne sait plus à quoi s'attacher, on n'a plus de repères, il y a de moins en moins de moyens partout. C'est vrai que, peut-être pas comparé non plus, mais il y a peut-être un rapprochement qui peut être fait, effectivement. Moi, j'aurais presque même tendance à dire que si je devais faire, entre guillemets, un parallèle entre l'actualité, le film, et un peu la morale que veut dire le film, c'est qu'au final, quand les institutions lâchent les mouvements populaires, la population de façon générale, entre guillemets, presque la société reçoit un peu le retour de sa pièce, entre guillemets, avec ces émeutes, etc., qui sont en fait, certes, qu'on peut critiquer sur la violence, qui est horrible, hein, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans la réalité ou dans les films, quoique, mais qui en fait est tout à fait justifié, en fait. C'est parce que dans le film Joker, on se rend bien compte des inégalités, des injustices, et quand on suit le personnage du Joker, ce n'est que ça, sa vie n'est faite que d'injustice, entre guillemets. Et pourtant, on est très dérangé par le meurtre des 3 jeunes bourgeois qui se font dans le métro, mais en même temps, le meurtre est presque légitime, d'une part par la manière dont ils agressent le Joker, Arthur, le personnage, dans la scène du métro. Et en même temps, cette justification est doublement renforcée parce qu'après qu'on ait eu cette scène de meurtre, après on voit les articles de journaux expliquant qu'ils mettent directement en exergue le fait que ce soit presque un crime politique de contestation, quoi. Ce meurtre-là est intéressant parce qu'il est
très nuancé dans le film. Il commence par de la légitime défense et il finit par un meurtre pur et simple. C'est vrai. Donc c'est ni noir ni blanc et tout le film n'est ni noir ni blanc de toute façon. C'est ce qui le rend d'autant plus intéressant. Et je sais plus trop où je voulais en venir là, mais voilà. Je crois que Rafi te faisait des petits appels de phare là. Moi, j'ai pas vu les feux, moi. Ouais, non, mais ce triple meurtre est intéressant, c'est vrai, parce que il sait pas trop au bout du troisième comment il est impacté par ce qu'il vient de faire. Il commence par être choqué, il fuit, il court, jusqu'à se réfugier en des toilettes ultra sales, perdu au fin fond d'une petite rue, pas loin du pont de Brooklyn, peut-être, on a l'impression, si on peut faire parler avec New York. Et par une danse d'une scène qui pourrait presque devenir culte, il se rend compte que finalement, il n'est pas du tout impacté par ce qu'il vient de faire. Comme si c'était normal, et qu'il n'éprouvait pas de plaisir non plus, mais une danse qui le libère en fait, et qui le transforme, je pense, à ce moment-là, dans le personnage que l'on connaît dans tous les comics. Et d'ailleurs, je profite de ce petit moment que tu viens de dire, mon cher Dorian, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc du coup, on va pouvoir arriver sur la fin de l'émission. Et sur cette fin d'émission, j'ai presque envie de dire qu'il nous reste peut-être 5 minutes pour conclure. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de l'univers d'ici un peu ? Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'analyse du personnage, du film, du rapport à la société comme on avait prévu de le faire. Est-ce que vous avez peut-être 2-3 mots, des petits trucs qui vous viennent à l'esprit, là comme ça, en petit mot de fin, sur ce que ce Joker vous inspirait par rapport à DC de façon générale, et en quoi ça reste quand même un film DC au final, quoi. Alors les films d'ici ou les comics d'ici ? L'univers d'ici, je dirais, pour être plus précis. Comme ça, on va englober à la fois bande dessinée, film, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose à mon goût. J'ai pas lu beaucoup de comics d'ici, j'en ai lu quelques-uns, mais la filmographie change tellement par rapport à cet univers des comics que je ferai pas trop le parallèle, moi. Ok. Moi, ce sujet-là, j'ai trouvé très bien que le réalisateur garde le canon de la mort des parents de Bruce Wayne, qui du coup ancre vraiment le film dans l'univers, même si le film d'une façon générale reste un ovni par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Eh ben, Voilà. c'est intéressant du coup, parce que c'est vrai que moi je le sortirais comme, de toute façon c'est un peu ce que j'ai un peu défendu tout le long du film, un peu comme pour Logan, je le sortirais d'un film à classer dans les univers Marvel, DC, etc. Toutefois, c'est marrant parce que on en parlait la semaine dernière. Moi je trouvais justement que dans la manière dont le film était sorti, je dirais que ça m'a beaucoup fait penser à The Killing Joke. Alors je sais pas si vous l'avez vu, cette bande dessinée là. Je l'ai lu. Mais je ferai pas trop le parallèle. Ouais. Non, le comics m'avait beaucoup plu, mais je l'ai pas trop retrouvé dans le film. Ah, je sais pas, moi je l'avais retrouvé un peu dans le fait que ce soit un récit presque que psychologique et psychopathique, entre guillemets, parce que De ce point de vue-là, oui, mais l'histoire n'est pas tout à fait la même. Non, l'histoire est complètement différente. Alors oui, donc pour les auditeurs qui auraient pu lire The Killing Joke, qui est une superbe bande dessinée, qui traite justement aussi de l'origin story du Joker, l'histoire est complètement différente. Les gens qui s'attendent à voir un parallèle avec The Killing Joke, il y a des références à The Killing Joke, genre le moment où il dit « tout le monde peut passer une mauvaise journée », parce que cette phrase-là apparaît dans le film, dans la version aussi VF que VO. Tu as vu les deux ? J'ai vu les deux, ouais. Enfin, j'ai vu ce passage-là, en tout cas, en double. Et du coup, effectivement, il y a une référence, un petit clin d'œil à The Killing Joke, mais c'est vraiment un clin d'œil, quoi, pour le coup. Et du coup, c'est vrai que c'était une question que je voulais poser. Et du coup, on va pouvoir passer sur le petit mot de fin. Si vous deviez conseiller de voir le film, si vous deviez dire un mot sur le film, ce serait qu'est-ce que vous diriez là maintenant, quoi ? Un seul mot ? Une phrase, 2 mots, 3 phrases, un paragraphe, au bon vouloir. Un paragraphe argumenté. Moi, je dirais, allez le voir, allez voir le film, faites-vous votre idée du film, et puis dans tous les cas, vous ne serez pas déçus, parce que c'est vraiment un des films de l'année. Je pense qu'on peut être déçu malgré tout, mais il y a sujet à débat. On peut argumenter dans les deux sens, et pour moi, il est intéressant ce film pour ça.
Enfin, la performance cinématographique, en tout cas. Ah bah oui, mais là, tu prêches des convertis. Eh ben écoutez, moi je serais à peu près sur votre même ligne. J'ai trouvé que c'était une belle performance de cinéma, en tout cas qu'on a vue. C'est vrai que là où peut-être il peut y avoir un peu plus de débat, c'est vrai que c'est sur la violence et la manière dont le regard qu'on peut porter dessus. C'est vrai que moi en tout cas, à titre personnel, si je devais conclure là-dessus, je dirais que c'était un excellent film et j'étais aussi très content d'en parler avec vous deux parce que vous êtes quand même des gros fadas de films un peu comme moi et je trouvais ça intéressant parce que vous avez aussi un point de vue plus société, etc. que point de vue technique. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et en plus, de nous met un petit son de fin. Et... impeccable. Et ben en tout cas, merci à vous deux. C'était une super émission. Merci à toi, Moussa. Oh, arrêtez, ne m'envoyez pas de fleurs. Merci beaucoup, Moussa. Oh. Et du coup, mes chers auditeurs de Radio Pulse, nous nous retrouvons lundi de la semaine prochaine pour une rediff. Comme vous le savez, nous sommes en train de rediffuser un peu toutes nos émissions QDPV que nous avons fait depuis 2-3 ans et nous faisons maintenant que des émissions mensuelles comme j'expliquais la dernière fois. Donc la prochaine émission sera comme d'habitude le dernier lundi du mois avec d'autres invités ou les mêmes invités, qu'importe. Et nous préparons toujours notre petit documentaire radio sur la zététique et sur l'éducation populaire. Et en parallèle de ça, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc @qdpv.radio sur Facebook. Comme ça, si vous voulez suivre un peu notre actualité, nous sommes en train notamment de faire une chaîne YouTube de QDPV où on est en train de remanier un peu toutes les émissions pour en faire des formats YouTube. Et donc du coup, c'est sur les réseaux sociaux, en tapant qdpv.radio ou qdpv radio ou sur le site de Questions d'Altérité, www.qda-association avec un s.fr. Et bonne soirée à vous tous.